C'est parti. Eh ben nickel. Donc choisir la bonne VMC. Alors oui, oui, ça défile. Donc voilà, donc un petit rappel, pourquoi on ventile quand on rénove? Bah, tout simplement, quand on rénove un bâtiment, celui-ci devient plus étanche. On a remplacé les menuiseries, on a refait l'isolation à l'intérieur. Donc du coup, tout ce qui est flux d'air parasite tend à disparaître. Et ce qui était avant de la ventilation naturelle disparaît également. Alors souvent, personnellement, j'entends sur le chantier: «Oui, mais si on fait un bâtiment étanche, c'est idiot de faire des trous dedans», notamment en pensant aux trous pour la ventilation. Et il faut bien comprendre que c'est 2 paramètres différents, étanchéité et ventilation. Et il faut balayer les polluants qui se développent dans l'intérieur. Donc les polluants principaux sont générés par la présence d'humains, donc CO2 et humidité. Et tout ça, ça permet de préserver les travaux de rénovation. Et donc un petit rappel qu'un être humain ne peut pas rester plus de 3 minutes sans respirer, sauf si vous êtes Jacques Mayol. Et c'est un besoin permanent qui représente 12 millilitres d'air par jour pour un adulte. Et ces 12 millilitres d'air sont bien sûr chargés d'humidité, car l'exemple basique, c'est quand on souffle sur une vitre froide, on voit la buée qui s'installe. Donc ça veut dire que notre air que nous expirons est chargé d'humidité. Et cette humidité ne peut pas rester dans le bâtiment sous peine d'avoir des défauts par la suite. Alors, un petit rappel de l'état de la ventilation du parc résidentiel français. Donc, en fait, attendez, je vais hop, mettre le petit pointeur. Voilà. Donc, ceci, c'est la répartition de ce tableau qui représente un peu, enfin, pour vous montrer qu'en fait, on a tout type de bâtiments, aussi bien en logement collectif ou individuel, de toute époque. Et ces bâtiments donc sont à rénover. Et sur l'ensemble de ces bâtiments, on s'aperçoit qu'il y a quand même à peu près un peu plus de 20% où il n'y a aucun dispositif particulier de ventilation, 9% où on a des ventilateurs donc ponctuels dans quelques pièces, on a déjà quelques VMC, et à peu près 35% où c'est de la ventilation naturelle. Donc si on vient à rénover ces bâtiments, bah, ça veut dire que la ventilation est un point essentiel en rénovation, puisque comme on l'a vu précédemment, notre bâtiment va devenir plus étanche, donc on a besoin de le ventiler. Alors, mais que choisir? Voilà, que choisir, parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Il y a différents systèmes, donc la VMCI gros, A ou B, la double flux, la ventilation répartie, l'insufflation, le système décentralisé. Eh ben, on va voir ensemble aujourd'hui qu'est-ce qu'on trouve sur un chantier, ou en tout cas qu'est-ce qu'on peut y installer. Et on commence avec la VMC simple flux. On va voir les principes de fonctionnement d'une simple flux. Donc, on verra le principe global, et après, on détaillera ce qui existe entre auto et hydro, les avantages et les inconvénients. Donc, le principe de balayage. Donc, l'air circule dans l'ensemble du logement. Le moteur de la VMC, donc représenté ici par ce boîtier, met le bâtiment en dépression, et donc il aspire l'air vicié dans les pièces techniques, cuisine, salle de bain, WC et autres pièces techniques telles que les celliers et les buanderies. Et donc cette action mécanique est compensée par un renouvellement d'air qui se fait dans les entrées d'air par les pièces sèches. Donc on voit là le flux d'air bleu, donc qui entre tout simplement parce que le bâtiment est en dépression. Le balayage du bâtiment est assuré par le détalonnage des portes, donc ce qui permet en fait à notre air de rentrer par les entrées d'air, de passer sous les portes et d'aller jusqu'aux extractions. Donc ça, c'est le système simple flux, quel que soit le type de simple flux. Une autoréglable. Une autoréglable, en fait, c'est le basique de la simple flux, où les flux seront restés complètement constants. Donc on voit notre petit bonhomme, quand il se promène dans son logement, les flux ne bougent pas. Le seul élément qu'on peut avoir de variation, c'est au niveau de la maison individuelle, c'est des éléments de variation au piquage des moteurs, qui va permettre de varier afin de conserver la pression dans le réseau. Mais on n'a pas de variation de débit à proprement parler. Ce sont différents exemples de VMC autoréglables qu'on peut trouver sur le marché. Alors, toutes marques confondues. Là, on a de l'Altesse, de l'Atlantique et du Solaire Palon ou Unelvent. Les bouches sont fixes, les bouches d'extraction. Les entrées d'air sont fixes. C'est de l'autoréglable. L'hygroréglable A.
Donc, alors hygroréglable, que ce soit A ou B, ça veut dire que c'est un système qui est asservi à l'humidité relative de l'air. On a des systèmes, donc soit en système hygroréglable A, uniquement les bouches d'extraction, et en hygroréglable B, bouches d'extraction et entrée d'air, qui vont faire varier leur débit en fonction de l'humidité qu'il va enregistrer. L'humidité étant toujours généralement générée par l'activité humaine. Donc on a ce petit schéma qui nous montre notre petit personnage qui arrive dans la maison. Donc les bouches d'extraction enregistrent l'activité et vont s'ouvrir. Par contre, nos entrées d'air ne bougent pas. À comparer avec le système hygroréglable, donc notre petit personnage arrive, l'hygroréglable donc commence à enregistrer. En fonction des pièces où il est, eh ben, on voit que les flux d'air d'entrée d'air augmentent ou réduisent en fonction de sa présence ou pas. Ce qui permet en gros de bien ventiler l'endroit où lui-même va se situer. Les différents produits, donc là aussi on a différents produits sur le marché, toutes marques confondues. Les systèmes hygroréglables donc, ont un système de régulation à la bouche. C'est vraiment la bouche qui va varier le débit. Et donc, pour ce qui est des entrées d'air, on peut avoir aussi bien des entrées d'air hygroréglables pour les systèmes hygro B que des entrées d'air fixes pour les systèmes hygro A. Il existe aussi quelques systèmes, alors qui ne sont pas illustrés ici, mais qui permettent d'avoir une variation de l'humidité au piquage des machines. Donc, ce n'est pas forcément les systèmes les plus répandus sur le marché, mais il faut savoir que ça existe également. Dans ces cas-là, ces systèmes possèdent des bouches d'extraction fixes, comme pour de l'auto. Alors, après, les avantages et les inconvénients de ces différents systèmes. Alors, pour le système autoréglable, c'est une solution qui est vraiment pas chère sur le marché et qui est efficace. Alors, qui est efficace au sens où ça ventile. C'est ce qu'on demande donc au départ, c'est vraiment ça qu'on veut. Pour les systèmes hygro A et hygro B, donc ça reste des systèmes qui sont accessibles financièrement, très accessibles. Et dans les deux cas, ça permet de limiter les échanges thermiques avec l'extérieur grâce à la régulation. Effectivement, s'il n'y a pas d'activité humaine dans le logement, les entrées d'air, les bouches d'extraction vont se réduire et donc le renouvellement d'air va être réduit également. Et donc, en hiver, on fera moins rentrer d'air froid d'un coup. Par contre, au niveau des inconvénients, ce sont dans tous les cas des systèmes pieuvres, et ça veut dire qu'il faut réussir à pouvoir les installer. En rénovation, le système pieuvre pose parfois problème parce que soit on a des murs porteurs qui font 70 cm d'épaisseur et ça va pas être évident d'aller le percer pour réussir à aller promener notre gaine jusqu'à l'autre bout du bâtiment parce qu'on a une salle de bain qui est de l'autre côté. Si on a des systèmes qui sont, dans l'ordre, oui, donc au niveau du système auto, donc c'est un système qui ne se régule pas et donc qui, en été, est susceptible de faire entrer de l'air plus chaud et en hiver, de l'air froid, d'une manière constante. Pour les systèmes hygroréglables, il faut vérifier la compatibilité des systèmes quand on a des chauffages air-air, donc notamment les systèmes mono ou multisplit et les gainables, car du coup, on peut avoir des incompatibilités de systèmes, notamment surtout au niveau du rafraîchissement, et d'incompatibilité entre les produits. Pour résumer, on va dire que lorsqu'on a une VMC hygroréglable d'une marque, elle va fonctionner avec des systèmes de rafraîchissement de la même marque, mais elle ne va pas forcément fonctionner avec celle d'autres marques. Donc ça, c'est au niveau des avis techniques qu'il faut vérifier ces éléments. Et dans tous les cas, si le bâtiment n'est pas étanche, on peut avoir un risque que certaines pièces soient mal ventilées. Et donc là, on va avoir donc le petit schéma d'explication. Donc à gauche, on imagine que c'est un système, enfin une maison qui est étanche, donc on a l'air neuf qui entre par les entrées d'air situées sur les menuiseries des pièces sèches, qui va balayer le logement donc par le détalonnage des portes ou alors en direct, et qui va être extrait par les bouches d'extraction, cuisine, salle de bain, WC. Et lorsqu'on a des défauts d'étanchéité à l'air, comme sur le dessin à droite, donc comme je dis très souvent, l'air c'est un fluide feignant qui va toujours au plus court.
Donc, si on a des fuites proches des bouches d'extraction, donc l'air va directement passer par là, ce qui fait que cette partie-là, au niveau séjour, sera très ventilée. Et du coup, au niveau chambre 1 et chambre 2, on a un défaut de ventilation. Donc, dans ces cas-là, on a une susceptibilité aussi d'avoir une accumulation de CO2 ou d'humidité, notamment quand on reste la nuit complète dans ces chambres. Donc, il faut prendre ces éléments en compte également. La VMR. Alors, j'ai mis tout de suite la VMR après parce qu'on va voir son fonctionnement et les avantages et inconvénients. Et on va voir qu'en fait, elle complète assez bien le système simple flux. Alors, le principe, donc, ce sont des extracteurs d'air qui vont assurer aussi une dépression dans le bâtiment, mais cette fois-ci, pièce par pièce. Donc, il est possible d'en combiner plusieurs afin d'assurer des débits minimaux dans chaque pièce technique, donc toujours les mêmes, cuisine, salle de bain, WC, buanderie, cellier, enfin, là où on a des points de puisage. Il existe aussi bien des systèmes asservis à l'humidité que des systèmes autoréglables, et les différents extracteurs doivent être combinés à des entrées d'air afin d'assurer un bon renouvellement. Donc voilà, donc là on retrouve nos pièces, on va dire techniques, donc WC, buanderie, cuisine, qui sont munies chacun d'un extracteur, et bien sûr l'air neuf va rentrer par les autres pièces de la même façon par des entrées d'air. Alors les avantages et inconvénients de ces systèmes, donc ça permet donc de compléter une VMC simple flux justement quand on a des problématiques avec notre réseau pieuvre qu'on ne peut pas forcément installer parce que soit on a une gaine qui va devoir faire 10 mètres de long, si c'est pas plus, ou alors il faut traverser des murs qui soient hyper épais. Donc dans ces cas-là, vu qu'on doit quand même ventiler les pièces humides, on peut installer des systèmes donc de ventilation ponctuelle qui vont permettre d'assurer nos débits dans nos pièces. Donc, c'est des systèmes relativement simples d'installation. Il suffit de passer à travers la paroi et de se retrouver sur l'extérieur. Donc, ça nécessite bien entendu de respecter les débits réglementaires. Alors, je crois que c'est au dernier webinaire, on vous a parlé de l'aspect notamment de l'arrêté de 82, où on va retrouver les débits minimums par pièce. Mais par contre, ça nécessite une alimentation électrique indépendante et donc, du coup, ça consomme de l'énergie ponctuellement. On ne parle pas de l'aspect réglementaire. Là, on est vraiment sur un côté où on va ventiler le logement parce qu'il a besoin d'être ventilé. Donc, ça peut être une solution dans certains cas de rénovation. La VMC double flux. Donc, le principe de fonctionnement et les avantages, les inconvénients. Donc, dans le principe de balayage, donc l'air circule également dans l'ensemble du logement. Donc, c'est un système qui permet, par un échangeur qui est représenté ici, toujours par le boîtier, là, donc de faire en sorte que l'air extrait dans nos pièces techniques, donc qui s'est chargé en température ambiante, aille croiser l'air neuf qui est représenté en bleu, hein, et donc va préchauffer cet air avant que celui-ci soit dispersé dans les différentes pièces, les pièces de vie, donc chambre, séjour, bureau. Donc le système est inverse en été. Si l'air est plus frais en été, donc l'air qui sera extrait viendra rafraîchir l'air chaud qui va pénétrer. Avantages et inconvénients. Donc, l'avantage, c'est qu'on a un gain de confort aussi bien en été qu'en hiver grâce à cet échangeur thermique. On a une qualité d'air intérieur qui est assurée parce que l'air neuf qui va entrer va passer à travers des filtres à pollen, des filtres à poussière, et donc notre air va être, on va dire, filtré de certains polluants. Ça peut être une solution contre le radon, puisque notre système est en équilibrage, on peut même le mettre en légère surpression de manière à ce que le radon soit plus ou moins bloqué. Et même en cas de défaut d'étanchéité, pour le coup, autant on va assurer une bonne ventilation des pièces. Sur le coup des simples flux, on voyait que si on a des défauts d'étanchéité à l'air, l'air étant feignant, on va aller au plus court. Là, vu qu'on va insuffler de l'air neuf dans les pièces, les chambres, etc., donc on sait que dans tous les cas, ces pièces seront ventilées. Les inconvénients, ils ne sont pas des moindres, c'est que du coup, là, pour le coup, ce n'est pas un, mais deux réseaux qu'il va falloir installer à travers le logement. Le coût, c'est quand même des installations qui sont assez onéreuses en général, et l'entretien qui doit être régulier, la maintenance, le changement des filtres.
Alors par contre, il ne faut pas se dire donc, ah ben, c'est des systèmes qu'on ne voit pas dans la rénovation. C'est intéressant quand même d'y réfléchir quand on a des rénovations lourdes avec des ambitions, d'économie d'énergie qui vont être importantes également, puisque, si on se retrouve avec un plateau nu, dans ces cas-là, on peut recréer complètement, un réseau qui va pouvoir circuler dans certains éléments. Madame Rossin, Oui. je me permets, je vous interromps, on a une question qui vient d'arriver. Donc je vous la lis. Une maison à étage équipée en simple flux, nouvellement Mmh. isolée par l'extérieur. Il y a une apparition de moisissures en pied de cloison au niveau du premier étage. Quelle préconisation, à mettre en œuvre? Au niveau du premier étage, donc ça veut dire au niveau de la du plancher intermédiaire. C'est pas souvent au niveau plancher intermédiaire. Je dirais que la première chose, c'est de vérifier que tout ce qui est mortaise soit bien dimensionné, qu'on ait et vérifier également les débits au niveau des bouches d'extraction. Donc vérifier, alors si c'est de l'hydro réglable, vérifier qu'on ait une pression qui soit comprise entre 80 et 160 pascal. Vérifier les détalonnages des portes, donc déjà vérifier tous ces éléments pour être sûr que le système de ventilation est assuré. Après, si on a toujours ces systèmes cette moisissure qui apparaît, je dirais qu'il y a une autre pathologie qui est derrière et qu'il va falloir aller détecter. J'aurais pu dire éventuellement à un moment qu'on avait une remontée capillaire, mais si c'est sur le premier étage, c'est pas le cas, sinon on l'aurait dès le rez-de-chaussée. Et après, je dirais, oui, enfin, là, il faut déjà vraiment s'assurer qu'on ait les bons débits dans la maison. Comme vous disiez, les bonnes entrées d'air qui soient bien dimensionnées, parce que c'est pas évident de donner une préconisation comme ça sans avoir vu le logement également. Donc, je ne sais pas, à moins que si la personne peut éventuellement préciser d'autres éléments, si déjà ces éléments ont déjà été vérifiés. On a un autre, participant qui indique qu'il est Mmh. peut-être possible également, alors j'imagine d'étudier, de regarder l'isolation par caméra thermique, Oui. et il y a peut-être effectivement Alors, on peut heu, avoir un pont pont, thermique, voilà, c'est ça, un pont thermique, éventuellement lié à un balcon. Voilà. oui, un balcon éventuellement, parce que c'est vrai que normalement, si on est isolé par l'extérieur, en théorie, le pont thermique a été, donc annulé, si l'isolation est continue, mais effectivement, s'il y a un balcon, ça peut être un élément d'explication, ouais. Mmh. Tout à fait. Parfait, merci. Je poursuis. Toc. La VMC double flux décentralisée. Donc alors le boîtier qu'on voit ici donc est effectivement une simple flux décentralisé. Donc c'est plus petit, ça a plus ou moins le même principe. Alors c'est un système qui assure certaines qualités de la VMC double flux, mais cette fois-ci pièce par pièce. Donc notamment la récupération de chaleur et la qualité d'air, puisque c'est des systèmes où on a également des filtres. L'échange d'air peut se faire soit simultanément ou par cycle de 50 à 120 secondes. Donc sur les images, on voit donc sur l'image du dessus un système simultané où l'air vicié va être aspiré sur les côtés, traverser l'échangeur pour être rejeté à l'extérieur, et l'air neuf à nouveau est aspiré par les côtés, donc passe par l'échangeur et est réinsufflé à l'intérieur. Donc ça, c'est le premier cas. Et sinon, pour l'autre cas, le système, on va dire, en cycle. On a par exemple ce système où pendant 70 secondes, l'air extrait va être donc le système va aspirer de l'air pour le rejeter dehors. Donc au passage, ça va faire monter en température la partie échangeur et au bout d'un moment, donc ça s'arrête et donc le système pousse l'air dans l'autre sens, donc pour mettre de l'air neuf dans le logement et donc cet air va se charger va se réchauffer par l'échangeur thermique. Donc c'est des cycles de, voilà, comme je vous disais, entre 50 et 120 secondes en fonction des systèmes. Hop là, OK. Voilà. Alors avantages et inconvénients de ces systèmes, en avantage, on a un gain de confort,
qui lui aussi est bien présent, aussi bien en été en hiver, grâce à l'échangeur thermique. Alors cependant, il ne faut pas s'attendre à avoir les mêmes performances de gain de température qu'un système centralisé. Généralement, on descend entre 60 et 70 de rendement, alors que sur de la centralisée, on est plutôt entre 85 et 90. On a une facilité d'installation, il n'y a pas de réseau, on est directement à travers un mur. On a bien sûr la qualité d'air intérieur qui est assurée par les filtres. Par contre, en inconvénient, ça reste un coût un peu élevé puisque chaque système que l'on voit à l'écran coûte à peu près l'équivalent du prix d'un système simple flux. Alors certes, c'est moins cher qu'une double flux, centralisée, mais c'est pas non plus donné, donné. Ça nécessite un entretien régulier puisqu'il y a quand même une maintenance, il y a des filtres à changer régulièrement. Le système de balayage est assuré pièce par pièce et donc du coup, on ne respecte plus le côté, balayage global du logement qui veut qu'on aille des pièces, sèches vers les pièces d'extraction. Et bon, on va dire ça, on n'est pas dans le côté réglementaire. Ah et puis un élément également que j'ai oublié d'indiquer, c'est que du coup, ça nécessite une alimentation électrique, ben, ponctuelle à chaque fois. Le système par insufflation, qui a eu pas mal d'essor ces derniers temps, notamment puisque, enfin, il répond à il permet de s'affranchir de certains contrôles dans le neuf, donc du coup, c'est vrai qu'ils ont un peu le vent en poupe. Alors le principe à nouveau, c'est que notre air circule dans l'ensemble du logement. Le moteur de la ventilation par insufflation met le bâtiment cette fois-ci en surpression. Il y a une grille d'insufflation au centre de l'habitation qui insuffle de l'air neuf. Donc globalement, notre air est pris, donc très souvent en toiture, va être préchauffé et filtré par le moteur et on a souvent une grille d'extraction par niveau. Donc une au premier étage et une au rez-de-chaussée, donc là qui n'est pas représentée, mais on en a une aussi ici. Et donc l'air est insufflé et donc va aller donc l'air vicié est poussé vers les différentes pièces. Alors aussi bien les pièces techniques que les pièces de vie et donc ça sort par des grilles de transfert. Le balayage est assuré donc par le détalonnage des portes également, quand les portes sont fermées. Oui, pardon, je suis en train de réfléchir si j'oublie quelque chose, mais non, globalement, j'ai fait le tour. Alors les avantages de ce système, ça a un coût qui reste quand même assez abordable. L'air est filtré et préchauffé. Il y a une facilité d'installation puisque le réseau est quand même très restreint, puisqu'on a juste notre amenée d'air jusqu'à notre grille de diffusion. Ça peut être une solution également pour bloquer le radon en mettant donc le bâtiment en surpression. Par contre, au niveau des inconvénients, c'est qu'on a aussi un entretien régulier, une maintenance et puis là, changement des filtres. Le principe de balayage des pièces sèches vers les pièces techniques n'est pas respecté là non plus. Et on a un autre petit problème qui, en tant qu'infiltromètre, moi, me dérange un peu plus, c'est que si l'enveloppe de l'habitation présente des défauts d'étanchéité, l'air vicié chargé en humidité va être poussé dans les fuites et des défauts plus importants peuvent apparaître, et notamment donc des isolants qui vont charger en humidité. Ça, c'est le truc qui me chiffonne un peu plus, on va dire. Et pour les réseaux, quel choix de réseau on peut faire pour installer tous ces systèmes? Donc les voici. Donc on peut avoir de la gaine souple, donc de la semi-rigide ou du réseau rigide. Donc l'avantage de la gaine souple, c'est que c'est un système qui est peu onéreux, qui s'adapte à tous les tracés et aux espaces restreints. C'est une manipulation aisée. Enfin, pour résumer, c'est quelque chose qui est très souple, très, donc on peut vraiment je dirais le faire suivre n'importe quel tracé de réseau. Par contre, c'est fragile, ça s'encrasse et ça s'écrase et ça se déchire facilement. On a une perte de charge importante, donc effectivement, vu qu'on peut créer des angles assez importants, donc l'air qui va circuler dans ce réseau va du coup être freiné sur chaque angle. C'est très sensible aux variations de température. Je ne sais pas si vous êtes déjà monté après 3 ans dans des combles pour voir quel est l'état du réseau. Disons qu'on va dire que les gaines ont tendance à cuire assez facilement. Et c'est un système qui s'encrasse facilement puisqu'il est composé de petites, d'une spirale qui crée des creux, donc l'air chargé de poussière va venir encrasser facilement le réseau.
Le semi-rigide, donc il y a une résistance mécanique, ça ne s'écrase pas. Du coup, la perte de charge est quasi inexistante parce que l'intérieur des gaines est lisse. Il y a aussi une facilité de nettoyage, c'est assez facile de passer ce qu'on appelle, alors selon les endroits, un hérisson ou un furet dans le réseau pour le nettoyer. Par contre, effectivement, c'est plus cher. On a besoin d'accessoires également pour raccorder les terminaux. Donc là, quand on a par exemple ce système ici qui est dans un faux plafond, pour le raccorder sur une bouche d'extraction, effectivement, il nous faut une pièce adaptative. Et ça nécessite que le tracé ne présente pas d'angle brusque, parce que c'est des réseaux qui sont alors souples, certes, mais on ne peut pas faire d'angle droit avec ce système. Ça va être des courbes. Donc il faut faire attention à notre réseau. Et notre système rigide, donc qui a une résistance mécanique et qui ne s'écrase pas, qui a une facilité de nettoyage également, qui est lisse à l'intérieur. Par contre, on a une perte de charge variable en fonction de la quantité d'accessoires, du tracé du réseau et de la mise en œuvre. Comme vous pouvez le voir, les jonctions, donc on va dire le réseau a une longueur définie, donc il faut un système qui va venir raccorder les différentes pièces de réseau, même quand on est sur une ligne droite. Et donc, bien sûr, ceci, si on n'a pas du système, des accessoires à joint ou si c'est mal adapté, on va avoir des petites pertes, des petites fuites d'air, on va dire, au niveau de chaque élément. L'inconvénient, c'est que le coût, bah, du coup, est cher. On a besoin de beaucoup d'accessoires pour faire notre réseau. Donc ça nécessite effectivement des accessoires à joint, comme je vous l'ai dit précédemment. Et la mise en œuvre doit être particulièrement soignée, du coup. Et dans tous les cas, quel que soit le système qu'on installe, dès lors que ce réseau est hors volume chauffé, il doit être isolé, car sinon on a de forts risques de condensation dans le réseau. Voilà. Donc du coup, j'ai fait à peu près le tour de la présentation, donc bah, du coup, j'attends vos questions. Eh ben, ça tombe bien parce on en a un certain nombre. Voilà. Alors, je vais vous les redonner un petit peu dans l'ordre où elles sont arrivées. On en Mmh. aura sur la VMI, mais pour commencer un petit peu dans l'ordre, on en a une un petit peu, voilà, plus globale par rapport à un contexte particulier d'un corps de ferme. Mmh. Qui a donc un gros volume au niveau du grenier et la Ouais. question c'est, est-ce que c'est obligatoire de rejeter l'air en toiture? Alors la question est oui, on ne rejette pas l'air dans une zone non chauffée. Voilà, déjà c'est une obligation. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que l'air qu'on va, par exemple, rejeter dans un volume non chauffé, hein, que ce soit en grenier, dans un garage ou autre, va être chargé d'humidité, va être chargé de polluants et du coup, on va concentrer nos polluants dans cette zone tampon. Donc c'est pas l'idéal et comme c'est de l'air qui est chargé en humidité, on va concentrer l'humidité dans une zone qui sera plus ou moins bien ventilée. C'est surtout pour ces raisons. Parfait, merci. Seconde question, là c'est pareil par rapport à une typologie de lieu Mmh. particulière. Que choisir en simple flux et double flux pour des salles de classe? Il est rajouté également, bah, peut-être pour atteindre ce qui est le plus pertinent en termes d'équilibre financier entre Mmh. les systèmes. Alors c'est pas évident dans les salles de classe, alors on n'est pas sur les mêmes débits que sur de la maison individuelle. Il faut déjà, savoir quel est vraiment le nombre de personnes qui est attendu par pièce et donc en fonction, on aura un débit minimum par personne qu'il va falloir assurer. Donc effectivement, si c'est on va dire des salles de classe qui vont atteindre 20 personnes, ce sera pas le même débit que si c'est 30 personnes. Donc c'est déjà la 1re chose à établir. Après entre simple flux et double flux, donc simple flux, il va falloir dimensionner les entrées d'air en fonction également. Donc ça veut dire qu'on aura notre extraction là qui va se faire directement possiblement dans la salle ou alors dans une pièce très proche et il faudra qu'on ait, ben, autant d'entrées d'air qui vont correspondre. Moi, dernièrement, ce que je vois beaucoup sur des rénovations, c'est de la double flux, aussi. Alors dans tous les cas, c'est très souvent des systèmes autoréglables. On ne fait pas varier dans ces cas-là avec de l'hydro. Après, effectivement, alors bien sûr, au niveau coût,
le plus économique, je dirais que ce sera la simple flue. Après, tout dépend quel est l'engagement au niveau qualité d'air intérieur. Et si on parle vraiment de qualité d'air intérieur, bah, il faudra peut-être plus envisager de se diriger vers une double flux. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question enfin vraiment si c'était ce que voulait savoir la personne qui a posé la question. Oui, il y avait vraiment que choisir en simple Mmh. flux et double flux, mais bon, là, j'imagine que vous n'allez pas rentrer dans le détail de, Alors voilà, après ouais, je vais pas choisir de marque bien parce sûr. que, voilà, c'est pas mon rôle non plus et puis, dans tous les cas, tous les produits à ce niveau-là sont bons, hein. Il y a pas de dire: «Bah, il faut vraiment prendre telle marque plutôt que telle autre». Non, non, ils ont tous leur qualité. C'est, voilà, là, je peux pas après développer plus sur ces on peut avoir des systèmes qui sont aussi asservis à des taux de CO2. Ça peut être intéressant dans ce cas-là parce que c'est effectivement quand on a, une salle de classe avec 20 enfants qui respirent tous, effectivement, on va avoir un taux de CO2 qui va augmenter et c'est surtout je dirais ces éléments qu'il va falloir, sur lesquels il va falloir être vigilant. Parce qu'on sait que le CO2, si on enfin quand celui-ci augmente, ben, ça entraîne une léthargie, donc des maux de tête et cetera et cetera. C'est peut-être ces points-là sur lesquels il va falloir être vigilant peut-être. Alors, un participant rajoute au niveau des salles de classe, il y a aussi à combiner avec l'obligation des communes, en ce qui concerne la rénovation énergétique, un arrêté, j'imagine, des surfaces de plus de 1000 m², voilà, selon le type de bâtiment. Voilà, je vous lisais voilà ce petit point. Alors je continue, au niveau des questions, il y en avait 2 sur la VMI. Mmh. Alors, une personne, qui fait, on va dire, un retour d'expérience. Mmh. Alors lui qui constate un danger avec, la VMI, alors il a insufflé, Ouais, elle va migrer facilement, dans alors je lis, hein, voilà, j'essaye ouais. voilà, indiquer ce que la personne a voulu dire. Donc, l'air insufflé va migrer facilement dans les maisons à plusieurs niveaux et ça, fait aussi une consommation d'énergie énorme pour ne pas avoir d'inconfort, par rapport à l'entrée d'air froid. Alors donc l'air va migrer. Alors effectivement, disons que ce qui se passe avec la VMI, c'est que du coup notre bâtiment, bah, va se gonfler. Donc, on va avoir donc cet air préchauffé qui va arriver jusqu'au point de soufflage. Donc c'est pas un air préchauffé qui va se diffuser dans la totalité du logement. Donc du coup, effectivement, comme je disais tout à l'heure, ça va pousser l'air vicié vers les pièces aussi bien les pièces techniques que les pièces de vie et alors répétez-moi la question du coup? Parce que je quand même donc Alors, l ouais, l'air insufflé va migrer facilement ouais. dans les maisons à plusieurs niveaux et du Mmh. coup, consommation d'énergie énorme, bah, en fait, le pour pas avoir d'inconfort, ça nécessite, une consommation d'énergie énorme, par rapport à l'entrée d'air froid. Alors du coup, je pense qu'il me manque un paramètre que peut-être la personne parce que du coup c'est, est-ce que l'air froid vient de la VMI elle-même? Parce que c'est peut-être un système qui est pas préchauffé, c'est possible. Donc effectivement, vu qu'on a une accélération de l'air, donc potentiellement on peut avoir un effet d'inconfort en ressentant de l'air froid quand on est dessous. Ça peut être un élément. La Heu, pe la personne précise que justement l'air ne migre pas entre les niveaux. donc du coup, si on peut avoir un défaut de d'étalonnage de porte. C'est possible qu'on ait, et dans ces cas-là, on a peut-être une insufflation que sur un niveau, pas forcément une bouche d'insufflation par niveau. C'est peut-être ça également. Donc c'est effectivement dans ces cas-là, ça restreint et évidemment, enfin on va dire sur je sais pas, un T3 où on va avoir besoin de presque 200 m3, si on a les 200 m3, pas tout à fait, hein, j'ai plus les chiffres exactement en tête, mais si on a nos 200 m3 qui arrivent que sur un point, sur le point en question, on peut avoir un inconfort parce que justement on a cet air qui arrive. Il peut avoir ce risque-là également.
OK, parfait, merci. Alors autre question par rapport à la VMI. La VMI nécessite également, enfin c'est une question, nécessite-t-elle de remplacer les types, d'entrée d'air Disons que existants? ils ont souvent, alors quand ils le proposent, ils reviennent sur des entrées d'air qui ressemblent beaucoup au système simple flux. Alors bien sûr, dans ces cas-là, il faut pas de système hydro-réglable, il faut qu'on reste sur du fixe, parce qu'il s'agit, de pas non plus de boucher notre système quand on va être en surpression. Heu donc tout dépend ce qui est déjà installé. C'est surtout ça. Après ça sous-entend d'avoir des mortaises qui soient adaptées également. Pas, enfin que c'est aussi bien valable dans la simple flux simple flux traditionnel que dans l'insufflation. C'est effectivement si vous avez des entrées d'air où quand vous regardez, vous avez juste 2 trous de chignol, ça peut pas ventiler. C'est donc ça veut dire qu'il faut dans tous les cas qu'on ait des passages d'air qui soient adaptés au débit qui va être brassé dans le logement. Donc mais normalement, si on est sur de l'autoréglable, sur des entrées d'air fixes, il ne doit pas y avoir de raison de changer. Je dois vous avouer que sur la VMI, c'est la partie sur laquelle je suis le moins, bah, disons le moins coutumière du fait, parce que c'est pas des choses que je rencontre énormément non plus et je dois avouer que quand on recherche des infos, c'est pas toujours évident sur, sur la VMI. Donc mais je pense qu'il faut vraiment échanger avec, les industriels qui proposent ce genre de produit aussi, poser toutes les questions sur, ben, comment est évacué l'air, par quel type d'entrée d'air, enfin de sortie d'air pour le coup, comment est assuré l'étalonnage. Normalement, on doit retrouver des équivalences de la simple flux, double flux, mais sur la VMI. Après, je sais pas si Noémie, tu as des éléments complémentaires, et sinon la personne qui avait posé la question, parlait aussi du fait, par rapport à ces, remplacements d'entrées d'air, que les entrées d'air, elles vont devenir, du coup, les sorties. C'est ça. Voilà, c'était ça le C'est ça. Mais voilà. du coup, l'inconvénient, enfin, je dirais l'inconvénient, c'est qu'effectivement, les entrées d'air deviennent des sorties et ce qui était alors s'il il y avait, bouche d'extraction, il faut faire attention que si on veut réutiliser les bouches d'extraction comme bouches de sortie aussi dans les pièces techniques, salle de bain, WC, qu'elles soient bien reliées directement sur l'extérieur. Puisque sur un système, simple flux, les bouches d'extraction sont reliées, vont toutes se centraliser sur un système disons sur le moteur de la simple flux. Là, il faudra faire en sorte d'avoir un équivalent qui va permettre de rejeter cet air également. Donc ça veut dire qu'il y a potentiellement un réseau à conserver au niveau du rejet d'air dans les pièces techniques. Je me permets juste, enfin, d'intervenir. Donc non, moi, j'ai pas forcément d'informations, plus précises. Par contre, il me semble, Sandrine, que la VMI est en cours je sais pas si on peut dire d'études, Mmh, par rapport, justement au protocole ventilation là pour, tout à la fait. RE2020, et peut-être, alors je pose la question, peut-être qu'il y aura des réponses, des choses qui vont être, fixées, dans ce Alors cadre-là par la suite. je pense, parce qu'effectivement, comme je disais, ça a le vent en poupe en ce moment parce que c'est un système, juste pour faire la petite parenthèse, donc depuis la réglementation RE 2020, donc le système de ventilation doit être vérifié dans les bâtiments neufs. C'est une obligation maintenant, c'est un contrôle de plus, on va dire. Et donc du coup, on a tout un protocole, donc vous verrez plus le mois prochain avec monsieur Daen qui va plus vous parler de la bonne mise en œuvre des systèmes et donc le protocole de ventilation suit des systèmes de ventilation, notamment simple flux et double flux. Pour le coup, les 2 centralisés. Et c'est vrai que c'est un produit qui est, disons commercialement parlant, qui se met sur le marché en disant: «Bah, du coup, vu qu'on est hors protocole, on n'a pas besoin d'être contrôlé». Ce qui est vrai pour le moment, mais bien sûr que c'est pour ça que c'est un élément qui est à l'étude, de savoir exactement qu'est-ce qu'on doit contrôler en tant que contrôleur quand on fait une vérification de ce système. C'est surtout ça qui est à l'étude également. En tout cas, on voit bien que cette ventilation, et on en avait parlé quand on a préparé ce webinaire, cette, ventilation,
voilà, interroge, fait poser des questions. Donc, en tout cas, nous, Oui. on se tiendra au courant régulièrement, voilà, j'ai envie de dire, enfin, pas dire des avancées, mais des choses qui pourraient sortir d'un point de vue plus réglementaire. Et à ce moment-là, je pense qu'on pourra refaire une information sous forme de webinaire, par exemple. C'est spécifique. Oui. ce que je disais, c'est que contrairement aux autres systèmes, j'ai peu de retours, moi, d'expérience sur la VMI. Donc, je me permettrai pas non plus de dire c'est super ou alors c'est pas bien, parce que justement, j'ai peu de retours. Ouais, tout à fait, mais c'est ce qu'on constate. Donc voilà, en tout cas, je note que c'est c'est intéressant et il y a encore des questions, donc on va garder ce sujet en tête peut-être pour proposer des choses pour aller un peu plus loin. Il y a encore quelques Oui, questions, je oui, regarde l'heure. oui, 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 bah là, ça va, il nous reste 10 Oui. minutes. Tu veux prendre la relève un petit peu, Noémie, pour les questions, Oh, comme tu eh veux? ben, après, donc il y avait une question par rapport au réseau, savoir s'il existait un impact acoustique, pardon, en fonction des types de réseaux. Alors, en fonction des types de réseaux, pas forcément, tout dépend comment il est posé. C'est bizarrement celui qui peut avoir le plus d'incidence d'un point de vue acoustique, c'est le souple, puisque justement, si des réseaux, les gaines ne sont pas tendus comme convenablement, l'air va, on va dire, va s'entrechoquer sur les parois, va rebondir et va créer des sifflements. Donc il faut absolument éviter des longueurs excessives. Moi, pour le coup, je me souviens il y a quelques années, j'ai vu un système où la ventilation avait été changée, donc on restait sur du simple flux, pour le coup. Et quand, enfin, je faisais mon contrôle et je suis arrivée dans le grenier où était installée la ventilation et j'avais des serpentins au sol, des longueurs de gaines et je comprenais pas et en fait, la cliente m'a dit, elle fait: «Oui, oui, l'installateur m'a dit que, étant donné qu'on avait une gaine qui était à 10 mètres et bah, du coup, il a laissé 10 mètres de gaine pour toutes les bouches». Je fais: «Ouais, mais ça fonctionne pas comme ça, en fait. C'est dans tous les cas, pour chaque gaine, on doit faire au plus court et selon les typologies, effectivement, on peut avoir des gaines qui vont être à 2 mètres, des gaines à 5 mètres ou des gaines à 10 mètres quand, bah, on a un WC qui est à l'autre bout du bâtiment et dans tous les cas, il faut qu'on ait la bonne longueur et pas avoir de longueur excessive. C'est surtout Et ça. donc justement, je rebondis puisque la même personne en fait a posé une autre question. Mmh. En cas de nuisance sonore de la VMC, est-il préconisé d'allonger ou réduire la longueur des réseaux Bah, avec le du risque coup d'augmenter les pertes de charge? Donc je pense que tu as c'est voilà, il répondu. faut que ce soit surtout des réseaux au maximum tendus. Éviter les points bas. Bon alors les points bas, c'est surtout aussi pour éviter la condensation qui s'accumule très vite. Même quand le réseau est isolé, on arrive à avoir des accumulations de condensation et donc oui, il faut essayer de faire en sorte que de tendre et de limiter les gaines au maximum. Alors après, il y a encore je regarde parce que c'est vrai que les questions arrivent, encore une fois pour une question de temps. Une question assez précise, sur, donc des vestiaires feu dans les centres de secours. Oula. Il faut ventiler un local fermé dans lequel sont entreposés les vêtements feu des sapeurs Ouais. et auriez-vous une idée des débits au mètre carré? Alors je ne Ouh suis pas sûre, voilà, ici. Après ça peut être une question, on peut peut-être, on la peut peut-être garder et puis y répondre, ouais. voilà, Peut-être parce que là, si ça va être vraiment on va être sur alors on n'est pas sur des ERP, on est sur des systèmes oui. spécifiques. Donc là, pour le coup, honnêtement, je botte en touche. Oui, bah, je pense Je n'aurais pas que, pu voilà, dire par rapport à cette exactement. question, c'est monsieur Thomas, voilà, on va la garder et puis, de voir si, on peut y répondre, par la suite. Mais voilà, c'était assez, assez spécifique. C'est tout à fait Hem, on a la question de savoir si les entrées d'air sont-elles forcément sur les fenêtres? Ou bien non. peut-on en fabriquer en perçant le mur? Alors on peut Ah, en fabriquer, il y a des disons tout dépend, dans tous les cas, que ce soit autoréglable ou hygroréglable, il existe des systèmes, alors soit à travers la fenêtre, sur le montant de la fenêtre lui-même. On peut avoir ce qu'on voit beaucoup dans le neuf, c'est à travers le coffre de volets roulants aussi. Alors posé directement soit sur le coffre apparent
ou à travers les coffres de Milinto également. Alors dans ces cas-là, sur le coffre de Milinto, il y a des sortes de petites rallonges qui permettent de traverser. On a souvent à peu près 5 cm d'isolant dans le coffre de Milinto. Et quand c'est pas possible, il existe des entrées d'air. Alors pour le coup, c'est un passage rond qui doit faire à peu près, je crois, 125 de diamètre. Et donc, c'est des entrées d'air spécifiques également. Et donc, elles existent aussi bien en autoréglable qu'en hygroréglable. Voilà. Et même pour les Velux, parce que bien se dire que, enfin, Velux étant une marque, on va dire les fenêtres de toit, plutôt, elles ont une position aération. La position aération n'est pas une entrée d'air. C'est vraiment comme si vous entrouvriez un petit peu la fenêtre, parce qu'en fait, c'est pas un système constant. Donc, il existe également des entrées d'air spécifiques aux fenêtres de toit qui vont venir se fixer sur le système d'ouverture. Alors, je dis pas après que c'est pratique pour ouvrir la fenêtre, ça, c'est, on va dire, une autre problématique, mais il existe aussi des systèmes spécifiques pour les fenêtres de toit. Donc Très là, ça bien. va. Et ça rejoint un peu. On a aussi, si on ne peut pas mettre d'entrée d'air sur les menuiseries en simple flux et que l'on a plusieurs étages, est-ce qu'il faut une entrée d'air tubulaire traversée de mur par étage? Alors on peut, oui, c'est exactement ça. Enfin, c'est vrai que je les ai pas illustrés dans la présentation, mais si on se rapproche, alors on va dire les plus faciles, c'est de se rapprocher des plus grands industriels, Atlantic, Aldès, pour ne citer qu'eux. Et en fait, sur leur site, en fait, vous allez trouver les différentes entrées d'air possibles. Quand vous regardez aussi dans les avis techniques, alors les avis techniques sont assez intéressants parce que justement, là, on va dire, c'est le b.a.-ba de la pose du système de ventilation, où tous les produits qui peuvent être trouvés, sont illustrés. Donc effectivement, c'est des tubes qui font la largeur du mur, hein, tout simplement, avec le système hygroréglable, alors quand c'est hygroréglable, qui est dans ce tube. Et alors ça ressemble, c'est vrai que visuellement, ça fait des boîtes carrées, alors qui sont plus ou moins esthétiques, mais au moins on peut passer directement à travers le mur. Oui. C'est noté. Après, on avait, je pense, plutôt des remarques. C'était à propos de la VMI, je pense. Si je rentre de l'air préchauffé par le système et que j'évacue par une VMC, au final, on fait une double flux, mais sans récupération de calories. Ouais, après, c'est pas. Alors, si avoir un système comme ça, de mettre une VMI d'un côté, une VMC de l'autre, hum, disons que l'inconvénient, ce qui se passe, c'est que l'arrivée d'air va être que ponctuelle et va pas balayer du coup forcément la totalité du logement. Faut mieux dans ces cas-là passer par du décentralisé si on veut du double flux sans être complètement double flux. De manière à avoir vraiment. Parce qu'en fait, le système décentralisé, on peut combiner des systèmes Ils doivent exister, avoir des systèmes qui soufflent en permanence et des systèmes qui extraient en permanence. C'est peut-être plus adapté qu'une VMI qu'avec une VMC, parce que autant la VMC va extraire dans les bonnes pièces, elle, mais du coup, la VMI va insuffler que dans une ou deux zones. Donc, on aura des zones qui ne seront pas du tout ventilées. Très bien. Je vais finir. Il y a alors on va dire trois questions pour finir. Une assez simple, je pense. Est-ce obligatoire de placer un groupe double flux en volume chauffé? Alors, pas forcément en volume chauffé, il peut être donc bien sûr soit en volume chauffé. Alors, bien sûr, on parle surtout de l'échangeur pour le coup. Il peut être soit dans un local isolé également, faire un petit local, par exemple, si on n'est pas dans le volume chauffé ventilé, mais un local isolé, ou alors il faut que l'échangeur soit isolé lui-même, donc recréer quelque chose d'isolant sur c'est pas forcément le truc le plus pratique, hein, je vous avoue, mais du coup, c'est pas une obligation à ce qu'il soit vraiment dans le volume chauffé. Par contre, à prendre en compte, ça veut dire que le système d'insufflation et d'extraction, lui, entre les deux volumes, devra être calorifugé pour éviter d'avoir les pertes de chaleur, du coup, si ça venait à repasser dans un volume froid. Très bien. L'avant-dernière, faut-il plus d'air potentiel entrant
pour une VMC simple flux ou juste ce qu'il faut? Disons que c'est dimensionné en fait en fonction de la typologie du logement. C'est à nouveau des choses qu'on retrouve dans les avis techniques. On va dire, je sais pas, pour voilà, un T3 ou un T4, on aura une salle de bain, des WC, une cuisine. Donc là, on va avoir les débits qui vont être propres déjà au niveau des pièces techniques. Et donc, on va avoir une entrée d'air généralement par pièce sèche, donc chambre, bureau et séjour, qui vont être dimensionnés. Donc, alors, sur l'hygroréglable, ça varie en fonction aussi de l'humidité relative, mais généralement, en moyenne, c'est des débits qui s'étalonnent entre 5 et 45 mètres cubes heure. Donc, du coup, on va dire que après ça crée l'équilibre entre l'extraction et l'entrée d'air en fonction de l'humidité relative. On a un équilibre qui va se faire automatiquement. D'accord, très bien. Et donc pour terminer, voilà, c'est une question, enfin la personne l'a écrite plusieurs fois, mais je la Mmh. trouvais intéressante pour clôturer en fait ce webinaire. C'est quelle est la solution la plus judicieuse, quelle est la meilleure solution à retenir? Est-ce que, voilà, je pense que c'est la bonne question pour conclure ce webinaire. Bah, la meilleure solution, c'est celle qui sera le plus adaptée au chantier c'est surtout ça. Il n'y a pas de meilleure solution. Faut vraiment voir quelle est la typologie de la rénovation. Il y a peut-être que pour certains bâtiments, la meilleure solution, ce sera de se dire: «Bah, on envisage une double flux», parce qu'on tend à quelque chose qui va aller vers du passif et donc là, ce serait dommage d'aller vers du passif et de pas mettre une double flux en place. Pour d'autres, bah, ce sera vraiment de la simple flux parce qu'on a un besoin de ventilation et on peut pas mettre le réseau en place, justement. Donc c'est la meilleure installation, ce sera celle qui conviendra le mieux au logement. Donc je peux pas vous dire aujourd'hui, il y en a une qui est mieux que l'autre. Après moi, j'ai mes choix personnels, mais ça n'engage que moi mais la meilleure ventilation, ce sera, bah, qu'elle soit en place et qu'elle fonctionne correctement. Surtout ça Et aussi. Et donc là, c'est aussi pour bien réindiquer que la ventilation est un poste de travaux à part entière dans un projet de réhabilitation, de rénovation. On sait que ça peut être un parent pauvre, qui n'est pas forcément toujours, bien pris en compte. Mais en tout cas, voilà, là, on réaffirme qu'effectivement, comme, les systèmes ou l'enveloppe, il faut bien prendre en compte la ventilation et c'est lors du montage du projet, j'ai envie de dire de l'étude, que ce choix de ventilation sera fait. Tout à C'est fait. celui, qui sera le plus opportun, en fonction, voilà, de l'ensemble. Et faut Donc, je dirais aussi alors qu'il faut la pas personne demande, mais je pense qu'on ne répondra pas, hein, quels sont vos choix personnels? Mais bon, voilà, je pense que là, on est sur la limite de l'exercice, par rapport au webinaire sur, la neutralité, bien sûr, que l'on doit, avoir et bon, de toute façon, les coordonnées, sont publiques, hein, par rapport, donc si vraiment cette personne, veut s'entretenir, avec toi, Sandrine, je pense que c'est il y a possible. pas de souci, Voilà. un petit élément aussi, enfin pour les artisans quand ils se retrouvent dans le cas où, justement, est-ce que c'est la bonne ventilation? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois la dimensionner? Faut pas hésiter à demander. Il y a on va dire maintenant quasiment la totalité des infiltromètres, enfin des métrologues, des contrôleurs, tests d'étanchéité à l'air et cetera, sont aussi contrôleurs de ventilation et peuvent donc alors sans donner des réponses complètes, mais au moins peuvent accompagner et donner des conseils. Moi, je sais que le conseil est gratuit et je préfère donner des conseils plutôt que d'arriver sur des chantiers où il y a des problèmes, des pathologies qui se développent. Donc voilà, si besoin est, le conseil est gratuit. Eh ben, parfait. On a un peu dépassé. Je réponds juste, la ventilation d'un studio doit-elle réfléchir de la même manière? Oui, tout système de ventilation, quel que soit le projet, doit être réfléchi. Après, effectivement, sur un studio, il y a certains systèmes qui seront pas, enfin, Alors on ne pourra pas sur du forcément les mettre en studio, place, mais on va être souvent sur de la simple flux, sur du studio, pour le coup.
Bien que j'ai déjà vu des mini double flux, mais bon, c'est des choses assez Mmh. exceptionnelles. Mais en tout cas, voilà, oui, la ventilation doit être réfléchie au montage du projet. Je pense qu'on va s'arrêter là. Nathalie, je te redonne la parole pour la conclusion. Oui, bah, en tout cas, un grand merci encore à Madame Rossin pour son intervention et la clarté de l'intervention. Mmh. Et surtout les réponses à apporter et l'excellente nouvelle pour le conseil. Voilà, c'est quelque chose que j'ignorais et c'est vrai que je trouve qu'effectivement, là, l'objectif, c'est vraiment d'apporter des réponses aux artisans voilà, qui sont confrontés voilà, à des chantiers par rapport aux installations. Alors, est-ce que j'ai partagé mon écran, donc là, je vous rappelle, est-ce que vous voyez bien? Donc, c'est la prochaine date. Hein, voilà, donc puisqu'on est dans le cadre d'un cycle, pour terminer et clore ce cycle, donc nous vous donnons rendez-vous, Noémie et moi, donc le 17 avril sur le même horaire à midi, avec donc le président du syndicat Cinéol, donc qui sera l'intervenant, donc Monsieur Daen, sur là en plus la question de mise en œuvre. Bien, en tout cas, je vous remercie tous pour votre participation, vos questions. Et juste pour conclure quand même, vous rappelez aussi au niveau chambre de métier, voilà, qu'on a une équipe, voilà, puisque je suis la coordinatrice de l'équipe transition écologique et énergétique, et on a une équipe sur le terrain, des collègues, voilà, qui peuvent vous accompagner, mais plus sur des questions de consommation, de vos propres consommations dans vos entreprises, dans vos locaux, hein, puisque on n'est pas comme le pôle énergie, voilà, des vraiment spécialistes par rapport à la rénovation des bâtiments des particuliers. Nous, on peut faire des visites énergie dans les entreprises sur les process ou par exemple des études d'opportunité photovoltaïque, ou si vous avez des questions sur les déchets, la REP PMCB qui se met en place, là c'est pareil, on peut vous répondre. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un bon appétit. Encore merci, Madame Rossin, voilà, Je pour vous en prie. votre intervention, toutes ces réponses, et merci beaucoup à Noémie, voilà, pour le soutien du pôle énergie sur ces cycles. Bonne fin de journée à tous. Merci, bonne fin de journée. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir.